Nouvelle session de l'information sur Speed Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a entamé ce mardi une visite de travail de 2 jours au Bénin, reçue dès son arrivée par son homologue béninois. Les deux dirigeants ont abordé des questions de coopération bilatérale. Vous suivez dans ce journal la déclaration du numéro 1 du Sénégal au thème des échanges. Le Premier ministre Ousmane Sonko a réuni ce lundi les membres du gouvernement pour une rencontre stratégique consacrée au pilotage de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. À cette occasion, il a lancé un appel fort à l'efficacité collective et à un changement de méthode dans la conduite des affaires de l'État. Et puis au Nigeria, l'homme d'affaires Aliko Dangote poursuit l'expansion de son empire industriel avec un nouveau projet d'envergure, la construction d'un port maritime à Olokola dans l'État d'Ogun. Arrivé ce mardi dans l'après-midi pour une visite de travail au Bénin, Bassirou Diomaye Faye a été accueilli avec les honneurs au palais de la Marina à Cotonou. C'est la première visite d'un chef d'État sénégalais à Cotonou depuis que Patrice Talon est arrivé aux affaires en 2016. Les deux présidents ont évoqué lors d'un tête-à-tête la CEDEAO, l'UEMOA et la situation sécuritaire dans la sous-région. Suivons la déclaration du chef de l'État sénégalais au thème des échanges. Je voudrais d'abord vous remercier pour toutes les marques d'hospitalité et le chaleureux accueil qui m'a été réservé ici en terre africaine du Bénin et à ma délégation. Et vous remercier aussi pour la qualité des échanges que nous avons eus avec un large tour d'horizon de tous les sujets de coopération bilatérale, mais aussi et surtout sur le plan multilatéral avec les défis qui interpellent aujourd'hui notre sous-région. Dès ma prise de fonction, j'avais entrepris de faire un tour pour présenter mes civilités à mes frères chefs d'État. Et le Bénin figurait en très bonne place dans le calendrier de ces visites-là. Malheureusement, des contraintes d'agenda et des contraintes extérieures, intérieures au Sénégal, mais aussi d'agenda de votre côté, n'ont pas permis à ce que la visite puisse être déroulée au moment où je le voulais. Mais j'avais quand même tenu à vous appeler au téléphone et à vous dire toute l'impatience que j'avais à vous rencontrer. Ce coup de téléphone a déclenché évidemment beaucoup d'amitié entre nous parce que vous avez décroché ce téléphone avec beaucoup de chaleur. Et nous avions eu en ce moment une discussion très fructueuse que nous avons continué aux rares occasions où nous nous sommes rencontrés. Nous avons évoqué évidemment les relations d'amitié et de coopération entre le Bénin qui sont cordiales et très conviviales, même si tous les deux nous avons relevé que nous pouvons aujourd'hui, en raison de la qualité de la relation, faire beaucoup plus et beaucoup mieux sur le plan des échanges commerciaux. Nous avons aussi parlé de la situation de la sous-région, tant sur le plan de la CEDEAO que sur le plan de l'UEMOA, mais aussi de la situation sécuritaire dans la sous-région qui est très préoccupante. J'en ai profité pour dire toute ma solidarité au président Talon et au peuple béninois frère par rapport aux événements douloureux qui ont pu survenir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et lui témoigner du soutien du Sénégal dans ces moments-là pour lesquels nous nous trouvons aussi tout autant atteints. Nous avons aussi parlé de l'UEMOA qui, comme nous le savons, traverse aussi une situation quelque peu difficile qu'il nous faut rapidement adresser. Et nous avons convenu, le président Talon et moi, dans les tout prochains jours d'entreprendre des démarches pour travailler à redynamiser l'organisation, à lui donner un nouveau souffle
bien évidemment avec le soutien des autres homologues membres de l'Union. La CEDEAO, nous en revenons il n'y a pas longtemps d'un sommet qui a été quand même un moment d'échange constructif entre les chefs d'État. Et j'ai rappelé tout à l'heure au président Talon tout l'intérêt des sujets que nous avons évoqués et les défis qui s'imposent à l'organisation qui doit, comme dans le cadre de l'UEMOA aussi, évidemment se réformer pour être à mieux même de prendre les défis de notre époque. Je terminerai mon propos en réitérant les remerciements au président Talon et au peuple béninois frère, et en le souhaitant à vous et à l'ensemble des Béninoises et des Béninois une bonne fête de l'indépendance par anticipation. Merci beaucoup. Merci mon frère, merci beaucoup. Dans ce même registre, la visite du travail du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a marqué un moment fort. À cette occasion, le consul honoraire du Sénégal près le Bénin a livré ses impressions. Suivons-le. Cette visite s'est déroulée normalement. Le Bénin a bien accueilli le président de la République du Sénégal et on est satisfait. Ça fait déjà plus de 13 ans, je ne sais pas, 12 ans qu'un président sénégalais n'est pas venu au Bénin. Donc si M. Diomaye Faye a pris cette décision de venir ici, on ne peut qu'être content. Parce que le Bénin et le Sénégal, c'est des pays frères. On ne devait pas attendre si longtemps avant de faire cette visite. Il n'y a plus de difficultés parce qu'il y a l'épi. Tout le monde a ses pièces. Actuellement, si tu as tes pièces, c'est fini, tu es en règle. Partout où tu pars, tu peux faire tes retraits à la banque, tu peux faire à la poste, tu peux faire ce que vous voulez. Donc je crois qu'on vit comme des Béninois. C'est normal que quand un président vient dans un pays, il va faire un tête-à-tête avec le consul, son consul. Parce que c'est moi qui connais comment les Sénégalais vivent ici, comment on fait. Donc on l'a bien briefé que les Sénégalais vivent bien ici, ils n'ont pas de problème. Les Béninois aussi nous accueillent bien. Donc, ce métissage-là fait que le Bénin, c'est notre terre, c'est notre deuxième patrie. Nous sommes des petites nations et nous sommes des jeunes nations. Les gens croient qu'on est mais 65 ans d'indépendance n'est pas beaucoup. Donc on est en train de se chercher tout le temps. Chaque président qui passe apporte quelque chose. Et on a vu aussi que le Bénin, M. Patrice Talon, a vraiment apporté pour le Bénin. On voit le changement. C'est un changement qu'on ne parle pas, qu'on touche. Si vous étiez au Bénin, il y a 5 ans même, je peux dire, vous revenez au Bénin aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller sur le map pour savoir où vous devez partir. Tout a changé. Chaque minute, chaque mois, il y a une mutation, il y a un changement. Et le Sénégal aussi doit apprendre tout ça. Comment faire ce changement? Vous voyez les rues, comment se dégager. Vous voyez l'anarchie qui se passait ici avant. Les marchés, comment c'est bien fait. Ça, c'est des leçons. C'est des trucs qu'on doit venir voir, apprendre. Le Sénégal aussi, même chose. Vous voyez, il y a le BRT, il y a le TR, il y a des autoroutes qui font plus de 400-500 km d'autoroutes. Le Bénin aussi a quelque chose à apprendre là-bas. On se remercier le président d'avoir accepté de recevoir son homologue, son petit frère, et de remercier aussi au peuple béninois de nous accueillir aussi et de nous laisser vivre correctement au Bénin. De remercier mon président aussi de faire ce déplacement, d'essayer de voir tous ces grands frères, petits frères, présidents africains, d'essayer de trouver un terrain d'entente, d'essayer de réunir l'Afrique, qu'on ne devienne que un. Direction pays de la Teranga, lors d'un conseil gouvernemental consacré au pilotage de l'agenda Sénégal 2050 tenu ce lundi, le Premier ministre Ousmane Sonko a défini les nouvelles priorités de l'action gouvernementale. Il a annoncé l'entrée dans une phase exigeant davantage de rigueur et de responsabilité.
Désormais, chaque retard doit être imputable. Suivons un extrait de ses propos. Permettez-moi de vous exposer les grandes lignes de notre feuille de route, avec des attentes précises et des échéances à court terme. Premièrement, il faut en finir avec les blocages administratifs. Aucun obstacle bureaucratique ne doit freiner l'action publique. Les circuits doivent être fluides et nous allons améliorer immédiatement le traitement des correspondances et déployer la gestion digitalisée du courrier dans les 3 prochains mois. Les courriers sans suite qui bloquent des projets structurants, c'est terminé. Deuxièmement, tous les projets financés en cours doivent être accélérés. La primature, en lien avec le BOX, assurera un suivi rapproché pour garantir leur exécution effective. Troisièmement, les projets mûrs et inscrits dans la loi de finances rectificative doivent être lancés rapidement. Les démarches nécessaires doivent être engagées dans un délai maximal de 30 jours avec un suivi assuré par la primature. Quatrièmement, pour les projets en attente, une task force sera mise en place sous l'autorité de la primature et regroupera le BOX, l'APIX, le FONSIS, le DGPPE, l'UNAPP, la CDC et la Direction générale de la coopération. Son objectif sera de finaliser la structuration de ces projets au plus vite. Nous ferons appel à des cabinets privés spécialisés pour accélérer ce travail. Et la DGPPE pilotera cette maturation selon un calendrier accéléré avec un suivi régulier. Le ministre d'État auprès du président de la République assurera l'évaluation périodique de ces actions et rendra compte directement à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cinquièmement, la gouvernance des projets interministériels doit être renforcée. Les projets multisectoriels comme celui du numérique nécessitent une gouvernance claire et partagée. En attendant un modèle stable, la primature abritera les projets impliquant plusieurs acteurs. Sixièmement, chaque ministère devra assurer un suivi rigoureux des engagements internationaux et présidentiels. Des rapports trimestriels sur l'état d'avancement de ces engagements vous seront exigés. Septièmement, chaque ministère devra actualiser sa feuille de route avant la fin du mois de juillet. Ces feuilles de route devront être en cohérence avec les chantiers nationaux en cours. J'attends également des ministères concernés, tels que le ministère des Transports, de l'Industrie, de la Justice, de l'Intérieur, un plan détaillé de mise en œuvre des conclusions des États généraux et autres initiatives. Ce plan précisera les actions, les échéances, les acteurs impliqués, la hiérarchisation des priorités ainsi que les contraintes et mesures d'atténuation. Je souhaite recevoir ces plans consolidés au plus tard le 15 août. La primature vous fournira un canevas à suivre avec le secrétaire général du gouvernement. Ces projets feront l'objet d'un suivi particulier pour accélérer leur mise en œuvre. Aliko Dangote, le magnat nigérian, dont l'empire industriel ne cesse de croître, vient de déposer un dossier ambitieux pour la construction d'un gigantesque port maritime en vue de renforcer ses opérations industrielles. Ce projet, qui s'inscrit dans la dynamique de croissance de son groupe, vise à optimiser la logistique d'exportation et à soutenir l'expansion de ses usines d'engrais et de raffineries de pétrole. Le reportage. L'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote lance un nouveau projet de port maritime dans l'état d'Ogun. Selon Bloomberg, une demande a été adressée aux autorités. Elle vise à construire le port le plus grand et le plus profond du Nigeria, à Olokola. Ce port facilitera les exportations, notamment de gaz naturel liquéfié. Cette plateforme portuaire permettra également la centralisation des flux d'engrais et une meilleure interconnexion entre les infrastructures du groupe et les marchés régionaux ouest-africains.
Cette initiative devrait accélérer l'expansion du conglomérat Dangote. La zone franche était d'abord prévue pour la méga raffinerie et l'usine pétrochimique de Dangote, située à la périphérie de Lagos. Mais un désaccord avec le gouvernement a bloqué le projet initial. Aliko Dangote, désigné l'homme le plus riche d'Afrique par le magazine Forbes, possède aujourd'hui une fortune estimée à 23,8 milliards de dollars. À Duban, en Afrique du Sud, les députés du G20 chargés des finances et des banques centrales entament des discussions cruciales dans un contexte mondial marqué par l'instabilité. L'Afrique du Sud, à la tête du G20 cette année, veut s'assurer que les priorités de développement durable ne soient pas reléguées au second plan par les crises inattendues. Suivons. Dans un contexte de tensions croissantes et d'incertitudes économiques à l'échelle internationale, le défi pour l'Afrique du Sud, qui accueille le G20 de cette année, est de veiller à ce que les objectifs de développement durable ne soient pas compromis par les événements internationaux. Notre présidence met fortement l'accent sur le renforcement du rôle du G20, l'apport de solutions concrètes, la promotion d'une architecture financière internationale plus stable, plus efficace et plus résistante, l'amélioration de la viabilité de la dette, la résolution des problèmes de liquidité, ainsi que le renforcement des banques multilatérales de développement et la garantie du financement du développement. Les nations africaines appellent avant tout au changement, alors que les coûts d'emprunt élevés continuent de décourager les investissements et d'étouffer les dépenses publiques. L'une des choses que nous voulons mettre en lumière lors de cette réunion, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'examiner les symptômes de la dette, mais aussi ses causes et de fournir, vous savez, plus de pistes que ne l'ont fait nos prédécesseurs pour faire avancer les questions liées à la dette. Les pays du Sud pointent également du doigt un système financier qui, selon eux, perpétue les inégalités. Ils veulent faire pression pour obtenir des réformes qui allègent les charges qui pèsent sur les pays en développement. Cette architecture financière mondiale est à l'origine de la crise de la dette dans laquelle nous nous trouvons actuellement, de la pauvreté dans laquelle se trouve le monde en développement et de la plupart des défis économiques qui hantent le reste du Sud. Les tensions commerciales géopolitiques, les conflits et les désaccords sur l'action climatique pourraient mettre à l'épreuve l'unité au cours de ces pourparlers. Au Royaume-Uni, le ministre de la Défense, John Healey, a révélé ce lundi l'existence d'une opération secrète de grande ampleur à la suite d'une fuite de données survenue en février 2022. Le gouvernement britannique a organisé en secret le transfert de milliers d'Afghans vers son territoire. L'existence de cette opération n'a été rendue publique que récemment après la levée d'une injonction judiciaire qui avait interdit sa divulgation pendant plus de 600 jours. Suivons. En 2022, environ 4500 Afghans ont été discrètement évacués et accueillis par le Royaume-Uni. Cette opération secrète menée par le gouvernement faisait suite à une fuite de données qui aurait pu mettre leur vie en danger. Monsieur le Président, ce grave incident de données n'aurait jamais dû se produire. Il s'est peut-être produit il y a 3 ans, sous le gouvernement précédent. Mais à tous ceux dont les informations ont été compromises, je présente aujourd'hui des excuses sincères au nom du gouvernement britannique et j'espère que le secrétaire d'État à la Défense, en tant que ministre de la Défense, se joindra à moi dans cette démarche. Au total, ce sont les informations personnelles de près de 19 000 Afghans qui avaient fuité. Ces derniers demandaient l'asile au Royaume-Uni après avoir travaillé pour les autorités britanniques avant le retour des talibans en 2021. Aux États-Unis, Donald Trump a tenté ce mardi d'éteindre la polémique croissante autour de l'affaire Epstein en se disant favorable à la publication d'éléments crédibles du dossier. Cette affaire internationale d'exploitation sexuelle de mineurs enflamme une frange de la droite américaine depuis des années, mais depuis une décision du gouvernement la semaine dernière, une partie d'entre eux reproche au président américain un manque de transparence. C'est après moi. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi bon nombre de ses fervents partisans étaient bouleversés par l'affaire Epstein. Ces derniers se sont insurgés contre le fait que le ministre de la Justice n'ait pas publié les dossiers dans l'enquête sur le trafic sexuel de Jeffrey Epstein.
Ces propos ont été les derniers d'une campagne de plusieurs jours destinée à calmer le tumulte. Elle nous a donné un briefing très rapide et en ce qui concerne la crédibilité des différentes choses qu'ils ont vues. Et je dirais que ces dossiers ont été constitués par l'ancien directeur du FBI, James Comey. Ils ont été constitués par l'ancien président Barack Obama. Ils ont été inventés par les informations de l'ancien président Joe Biden. Et nous avons traversé des années de cela avec le canular Russie, avec toutes les différentes choses que nous avons dû traverser. Mais elle a très bien géré la situation et c'est à elle de décider. Tout ce qu'elle jugera crédible, elle devra le publier, oui. La semaine dernière, le ministère de la Justice et le FBI ont brusquement abandonné l'idée qu'il existait une liste de clients d'Epstein composée d'élites ayant participé au trafic de mineurs auquel se livrait le riche financier new-yorkais. Au cours du week-end, le président Trump a utilisé sa plateforme Truth Social pour tenter d'inciter ses partisans à abandonner la piste de l'affaire Epstein. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.